Eh bien bonsoir, ravi d'être avec vous ce lundi 20 juillet. C'est Noël Clément qui présente le Market Inside ainsi que la clôture du marché européen. Et nous avons donc maintenant ici le rappel légal que vous aurez donc eu le plaisir de regarder. Et nous allons donc tout de suite démarrer par les actifs que nous allons traiter et aussi par un peu de fondamental. Là, nous avons, comme vous pouvez le remarquer, le silver, l'argent. À gauche, comme avec la nouvelle méthode actuelle qui vous plaît, donc c'est le weekly. On regardera donc ce que ça peut donner sur le moyen et long terme, et également donc actuellement à droite en H1 sur le court terme. Mais tout d'abord, eh bien justement cette fameuse clôture européenne, j'espère que ça ne bougera plus, puisque nous avons un CAC qui clôture en hausse de 0,47% à 5093,18 et un DAX qui lui quasiment progresse de 1% à 0,95% à 13 042,45. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de sujet aujourd'hui sur des statistiques, des résultats d'entreprise. Le seul sujet qui fait vraiment débat, c'est tout simplement le plan de relance de l'Union européenne. Et alors qu'ils étaient partis au départ, donc les 27 pour 2 jours, eh bien donc ils ont fait une belle prolongation puisque nous sommes aujourd'hui lundi et ils devaient reprendre à 16 heures parce qu'aucune décision donc n'avait été prise, tout simplement parce qu'il y a des pays qui posent des conditions un peu plus particulières. Puisqu'au départ, donc, la proposition initiale, hein, c'était donc de prévoir 500 milliards d'euros de subventions. Qui dit subvention dit on rembourse pas. Et 250 milliards d'euros de prêts. Donc, qui dit forcément rembourser. Et justement, donc les autres dirigeants des autres pays, certains pays, on va pas les nommer, eh bien, proposeraient plutôt autre chose, d'avoir 390 milliards d'euros de prêts, donc au lieu de 250, et 360 milliards de subventions au lieu de 500. Ça n'est plus du tout la même chanson. Surtout qu'en plus, a priori, donc les conditions qui vont être drastiques hein, pour pouvoir donc verser cet argent-là, eh bien, ne correspond plus vraiment en fait à un plan de relance, mais à un plan qui a un nom de relance, mais qui ne relance pas grand-chose, même si on arrive à conclure quelque chose sur l'autel, on va dire, de l'amitié des peuples européens. Je pense qu'en réalité, euh, les États qui ont mis leur veto, ce sont eux les vrais gagnants. Ils n'ont pas cédé. Alors après, donc justement concernant l'euro, il y a deux idées sur le fait que si l'euro monte, justement, c'est parce que il y avait peut-être l'idée que justement s'il y avait donc un accord, peut-être bah, qui serait justement pas maintenant, peut-être qui serait tout simplement pour septembre-octobre, c'est aussi possible, parce qu'à mon avis, ils vont pas lâcher le morceau si facilement si les pays qui voulaient 750 milliards en l'état, eh bien, ne l'ont pas. Et donc, effectivement, donc cet argent-là pouvait donc affaiblir l'euro tout simplement parce qu'il y aurait eu une sorte d'effet dilutif. Bon. Et puis d'autres disent que si jamais donc il n'y a pas d'accord, eh bien, à ce moment-là, donc ça pourrait affaiblir l'euro, au contraire de le renforcer, parce que justement, donc ça jeterait donc une désunion sur l'Europe. Donc il faudra bien voir de toute façon. En tout cas, ce qui est également donc important également de voir, c'est qu'au niveau du coronavirus, donc cette omniprésence de ce virus qui ne baisse pas de puissance, eh bien montre qu'aux États-Unis il y a 3 millions. On va faire un peu l'état des lieux, hein, 3 millions 9, quasiment 4 millions de cas confirmés d'infection aux États-Unis. Au Brésil, eh bien, on est à 2 millions passés maintenant. Le troisième, c'est l'Inde. Hein, donc, on est à plus de 1 million. Donc voilà, donc c'est en accélération. Quand on regarde d'ailleurs les courbes, on est en exponentielle haussière. On n'est pas du tout en tassement, pas du tout, pas du tout. Et dimanche d'ailleurs, nous avons eu 219 994, autant dire 220 000 nouveaux cas. La Floride, elle, fait partie donc des États, 75 États qui sont très impactés. 12 000 nouveaux cas, rien qu'en Floride. Donc ça fait donc quand même 5 jours consécutifs qui sont au-dessus de 10 000. Texas, 7 300. Bon. Avant, ils étaient à 10 000. Bon.
Et donc, dans tout cela, il y a également des hospitalisations records du coronavirus dans les États tels que l'Alabama, on va pas tous les citer, mais l'Arizona, la Géorgie, la Floride, la Caroline du Nord, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'on a parlé justement avec les clients justement du fait qu'on est dans une mouise totale au niveau économique et au niveau sanitaire, et pourtant les marchés sont sur des records. Donc il y a de quoi quand même perdre la tête. Et en fait, la théorie, c'est qu'à partir du moment où la bourse on va dire, ne s'effondre pas, eh bien, on a un moindre mal puisque les entreprises restent donc en l'état, ce qui fait que globalement, donc, les postes, les salaires continuent donc à perdurer, on continue à avoir de l'électricité, on continue à avoir des téléphones portables, des ordinateurs, Internet, et c'est merveilleux, donc tout va bien. Bon. Pour ce qui concerne l'euro-dollar, eh bien, nous voyons ici que la structure à gauche en weekly, ça a pris 5 minutes quand même pour faire le tour fondamental de tout ça. En weekly, nous avons donc une sorte de structure qui pourrait rappeler donc une structure en épaule d'épaule inversée. En plus de ça, nous avons des moyennes mobiles donc qui sur la 55 qui est en bleu, c'est une moyenne mobile de Fibonacci, je rappelle. Vous n'êtes pas obligé de la prendre du tout. C'est la mienne, celle que je prends donc, qui fait référence justement au mathématicien de Florence, qui nous a donc gratifié du nombre d'heures. Et donc je prends ces moyennes mobiles qui fonctionnent très bien pour moi, mais vous pouvez prendre celles que vous voulez. Et à partir du moment où nous avons donc un non-croisement, et en tout cas nous avons eu un faux croisement et un non-croisement baissier donc sur la 55 en bleu, qui a pas croisé à la baisse la 144 en orange, qui est donc plus longue, eh bien généralement c'est une catapulte haussière. On a un cas d'école, c'est une catapulte haussière. Bon. Maintenant, si on essaye de faire des projections par rapport à ce qui peut se passer, par rapport à cette structure, eh bien quand même, nous avons quelque chose qui nous enverrait, si cette structure fonctionne, eh bien, avec un silver qui nous enverrait entre 24, 25, 26. C'est quand même forcément très important, mais quand on regarde quand même sur le long terme, eh bien, nous avons quand même un silver, franchement, aux alentours des années 2011, qui culminait à 49,50. Donc, quelque part, revenir à 25,50, c'est quand même pas non plus si gigantesque que ça. Et tout à l'heure, avec les clients XTB pendant le live trading, eh bien, je m'étais permis justement donc de faire eh bien, une approche justement sur une structure en épaule d'épaule inversée, mais plus petite, là, en H1, et qui pouvait donc très bien donc envoyer, et là j'ai fait simplement un copier-coller, de l'ellipse, ce qui nous avait envoyé donc sur les 19,80, 19,82, donc ça va les faire sourire, parce que mon idée c'était justement que l'on y arrive sur les coups de 18-19 heures, et c'est ce qui s'est passé, hein. On y est allé en rush direct, c'est un rallye, et on est venu donc taper donc les plus hauts, donc à 19,81, donc je les salue, ils savent de quoi on parle puisque on l'a fait en direct quand c'était le moment du live trading qui se termine à 16 heures. Nous avons maintenant le DAX qui lui donc à nouveau en weekly, on le voit ici, hein, on a un trend, on peut supposer que ce trend dossier est bon. Maintenant, c'est toujours très difficile de trouver donc le bon trend dossier quand ce sont des obliques. Autant dire que les supports et les résistances statiques, ça ne bouge pas, hein, forcément, c'est horizontal. Par contre, les obliques, parfois, il faut les retoucher. Mais ce que l'on peut voir quand même, c'est que l'idée que j'avais donc déjà donc vendue la semaine dernière, déjà depuis plusieurs semaines, c'est que nous suivons donc l'oblique basse. Et suivre une oblique basse, de la même manière que quand on arrive sur un support et qu'on vient de taper, 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 on l'affaiblit. Et ce qui fait que là, donc, s'il y a donc la moindre mauvaise nouvelle, ici on casse. Bon, il n'y aura pas de catastrophe puisque on va dire de 13 000, on peut s'arrêter à 12 000, donc c'est quand même pas non plus la mort d'avoir 1000 points de perte. Mais globalement, donc on a quand même des cordes de rappel. Et quand on regarde en H1 à droite, eh bien, on retrouve la structure que l'on ne voit pas ici, hein. Eh bien, on retrouve quelque chose qui ressemblerait donc à un biseau ascendant. Et ce biseau ascendant, couplé justement, quand on regarde ici les obliques qui se montent, hein, ici, avec des sommets, et on a en plus de ça, donc elle me paraît bonne, hein, puisque elle a 3 impacts. Une ici, un impact là, un impact là, et un impact ici, avec des oscillateurs ici, des divergences baissières sur les DI+, DI-, donc DI+, notamment ici, avec pareil, hein, un impact, 2 impacts, 3 impacts. Donc on peut considérer que c'est quand même bon, et également une divergence sur le stochastique.
Donc une divergence baissière, ce n'est que potentiel. Il ne faut bien sûr pas vendre simplement sur cette information-là, mais elle doit nous mettre la puce à l'oreille qu'on a une faiblesse. Et en plus, si on considère qu'on est bien inscrit dans un biseau ascendant, on sait que c'est à connotation baissière et on sait que ça aussi, ce sont des éléments. Donc on est des enquêteurs, hein, donc ce sont des indices qui nous disent qu'à un moment donné, donc on est plus tendance donc à avoir une mauvaise nouvelle qu'une bonne. Bon. Et ce matin, on a eu une étoile filante. On en a parlé justement en direct sur le live trading. Et je sais maintenant pourquoi donc on m'avait posé cette question-là. Est-ce que cette étoile filante est bonne? Pour moi, donc, elle n'était pas bonne. Hein. Elle n'était pas bonne pour la simple et bonne raison qu'il faut la remettre dans un contexte. Une étoile filante en elle-même, même si elle a la forme, c'est du Canada Dry, quoi, parce que forcément, donc après un grand marobouzou haussier, plus également de réactions avec une mèche comme ceci, une étoile filante comme ceci n'a pas vraiment de sens, puisqu'il faut la mettre en correspondance avec ce marobouzou, cette force haussière. Par contre, donc, quand on a une étoile filante qui est en haut d'un mouvement comme celui-ci, ça n'en est pas une, hein, une mauvaise facture, le corps est trop grand, mais dans l'idée, eh bien, on a donc une kyrielle de plusieurs chandeliers qui sont à la hausse, et à un moment donné, on a une étoile filante. Même si là, on a un chandelier fort, comme là, il arrive après un mouvement. Et ce chandelier fort, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement donc la réalisation de stop loss. C'est-à-dire que les shorteurs, donc les personnes qui étaient en vente à découvert, ont mis leur rachat, leur niveau de rachat, leur niveau de stop, et donc contraints et malgré, ils ont racheté la position, ils ont accéléré la hausse. Et derrière, on a une étoile filante, et après, donc on baisse. Bon, celle-ci n'a rien à voir. Hein. On a un mouvement sur deux bougies, donc de 1 heure en plus. Donc cette étoile filante, elle est beaucoup trop petite pour remettre en question donc ce mouvement. Résultat, donc en direct avec le client, quand c'est arrivé, eh bien forcément, donc on l'a quasiment invalidé donc pendant la séance, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, est-ce que nous allons monter donc plus haut? Ça après, c'est l'autre question, c'est que si même après on se retourne à la baisse, c'est pas l'étoile filante qui va faire baisser le mouvement. Ce sera plutôt donc la structure en elle-même qui est une structure baissière, qui est donc en biseau ascendant, qui est donc forcément à connotation baissière, plus les divergences qui feraient que cette structure serait baissière. Ça sera pas une bougie donc d'1 heure qui pourrait faire qu'on parte à la baisse. Allez, on va passer donc sur le CAC, sur l'unité daily. Cette fois-ci, eh bien, vous voyez, donc on en avait parlé aussi. On avait une structure en triangle, on était sorti tard. Donc la seule chose que l'on pouvait avoir, c'était pas un directionnel haussier puissant. Au contraire, le fait que l'on ait donc une divergence, enfin une dérive latérale, pardon, c'était le plus logique et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, quand on regarde donc la moyenne mobile à 144 périodes, elle fonctionne plus comme un retour à la moyenne. Hein, c'est une sinusoïde. Un coup on est en haut, un coup on est en bas, un coup on est en haut. Donc on va dire que la prochaine fois, donc on va dire que la probabilité, même si je ne lis pas dans une boule de cristal, la probabilité voudrait dire qu'on irait plutôt en bas. Et puis à droite, dans ce que j'ai fait donc avec les personnes qui étaient présentes sur le live trading, eh bien c'était donc de faire justement ce trading range qui lui donc était en train donc d'illustrer le fait que on compte pas les mèches, même ces mèches-là on les compte pas. Ce qui est important, c'est les corps qui sont à l'intérieur, les clôtures. Et si on clôture en dessous donc de cette zone verte, ici il y a une bonne probabilité que effectivement on descende en dessous de 5000 à 4980, 4950, c'est tout à fait possible. Même 4900, ce serait pas un scandale. Et aussi, donc, si effectivement on arrive à clôturer franchement nettement au-dessus de 4100, bon, bah derrière, on peut aller chercher les 150, qui sont pas du tout incohérents, puisque quand on regarde ici en daily, donc on retrouve la 377 qui nous envoie sur 5200. Donc on retrouve bien donc l'exposition à la hausse. Donc sur les 5200, c'est pas illogique. Et quand on regarde en daily, eh bien on retrouve donc la bande Bollinger inférieure. Et encore une fois, pardon, c'est très cohérent. C'est très cohérent. Donc là, ici, vous avez l'US 500, même chose, même punition. Là, par contre, on l'a fait un peu plus complexe. À gauche, on va pas en parler puisque c'est pareil, quasiment identique au DAX. À droite, eh bien, on va enlever donc l'échelle. Et globalement, si on trade en dessous de cette zone, donc cette zone-là, euh, globalement, on devrait revenir sur 3150 parce qu'on devrait reproduire le même range en bas. Et par contre, si on arrive à passer au-dessus, on devrait reproduire le même range en haut. Je vous rappelle, j'attire votre attention, que nous retrouvons à nouveau donc une structure en biseau ascendant. Même chose. Hein. Et donc, on a aussi donc des divergences baissières sur des plus, des moins, etc., etc. Donc, tout était logique et correspond donc à une logique assez imparable. Pour l'euro-dollar, on en avait parlé, donc mise à jour.
Même si c'est une catastrophe donc sur le très long terme, hein, on le voit, hein, parce que là ici on revient donc sur, j'avais dit justement au client, 1994 c'est quand même très très loin, mais bon quand on regarde donc sur le long terme, on peut pas dire que c'est haussier, franchement pas. Par contre effectivement sur le court terme on peut acheter. Et donc en achetant donc on peut très bien cibler, là on est sur du weekly, hein, on peut très bien cibler, allez, un 16, un 17 sans aucun souci. Et même si effectivement là donc il y a un petit souci quand même en H4 puisque nous avons, ouais, on va essayer de le dessiner quand même, des divergences baissières avec un biseau aussi ascendant, avec des divergences baissières justement sur le DI+. On les voit, hein. Donc encore une fois, elles sont potentielles. La question est à savoir, est-ce qu'effectivement donc on va donc repartir là. Ça sera pas une catastrophe non plus. On peut très bien revenir sur un 13,3, un 13. Ça serait pas non plus un scandale pour après donc continuer plus haut. Bon, faudra voir par la suite, évidemment. Voilà, bon, on va aller très très vite sur le Dow Jones. À gauche, on voit qu'il y a une forme de drapeau. Bon, il est un peu long, mais drapeau haussier. Ici à droite, je l'ai fait en H4 pour montrer qu'en réalité, eh bien, on peut très bien aller chercher encore une fois, hein. Si on n'arrive pas à passer la partie supérieure, on peut après aller chercher donc voilà, de 26 500, on peut redescendre à 26 000, ce serait pas non plus un scandale. Bon, pour et terminer avec l'euro, le pétrole WTI, eh bien même chose, on avait parlé de cela, comme quoi donc on avait cassé cet oblique. L'idée, c'était que l'on revienne donc sur les sommets, voire peut-être même un peu les dépasser, mais se cogner sur cette oblique qui servirait de résistance. C'est ce qui s'est passé. Même chose, j'ai joué donc le même jeu donc du range où j'ai dessiné donc cette zone-là qui me paraît cruciale. Si on passe en dessous en clôture, on devrait aller ici. Donc vous voyez, c'est pas une catastrophe non plus. Hein, de 40, on peut descendre à 38, 39, 38, 80, pardon, 39, c'est pas, voilà, c'est pas énorme, mais ça respecte un peu donc l'idée de voir que globalement on devrait revenir donc sur cette zone. Là où il pourrait y avoir un relais, c'est effectivement si on dépasse cette pointe à 38,50 précisément, là oui, on peut après aller chercher donc 2 dollars en dessous. Allez, j'en veux pas plus, bonne soirée, à demain, protégez-vous avec les stop loss et je vous dis donc à demain mardi. Au revoir.